Mes amis, bien le bonjour. Tout comme vous, je me suis réveillé ce matin sur cette news d'attaque contre Israël par le Hamas, où ils ont réussi à lancer une offensive majeure de dimension littéralement historique le matin. Et puis, cette offensive a été largement couronnée de succès du côté Hamas, parce qu'ils ont pu non seulement attaquer des cibles importantes, des cibles civiles, des cibles militaires, prendre beaucoup d'otages, ramener ces otages à l'intérieur des territoires palestiniens, les distribuer partout pour rendre leur libération extrêmement compliquée. Et en fait, Israël se réveille aujourd'hui avec la gueule de bois, littéralement. Et je pense que nous sommes qu'au début de cette histoire. On n'a pas encore vu le plus gros. On n'en est qu'à mesurer un petit peu l'étendue des dégâts. Alors, j'aimerais vous donner peut-être quelques références pour comprendre ce qui a pu se passer. Parce que là, plein d'Israéliens se disent aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'État n'a rien vu? Pourquoi le Mossad n'a rien vu venir? Pourquoi l'armée n'a pas bougé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est dans une logique d'utilisation de systèmes d'attaque rudimentaires, archaïques, contre des systèmes ultra perfectionnés. Et ça, malheureusement, c'est absolument imparable. Je vous donne un exemple. Nous sommes en 2000, en octobre, on a l'USS Cole qui est au large du Yémen. C'est un navire américain, un destroyer, équipé de missiles, équipé de systèmes de défense et d'attaque ultra perfectionnés. Al-Qaïda voulait le viser, selon une technique qui avait raté un petit peu précédemment contre un autre destroyer, mais cette fois-ci ça va marcher. Ils réussissent à frapper le destroyer, faire un trou dedans de la taille d'une porte de garage, et ils ont tué 17 marins, 17 militaires américains, et ils en ont blessé des dizaines d'autres. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour attaquer ce système ultra perfectionné? En fait, ils ont pris un Zodiac, ils ont mis 2 gars dedans, 300 kilos d'explosifs, et puis ils ont foncé vers ce navire. Ça signifie, c'est un navire qui aurait pu être parfaitement safe s'il avait été attaqué par exemple par un MiG, par exemple par un avion, par un missile ou autre. Il aurait pu s'en protéger, ou par une torpille, ou par un sous-marin. Il aurait pu se protéger. Sauf que là, dans tout son arsenal, il n'avait pas de quoi se protéger contre un vulgaire Zodiac. D'accord? Pour lier un petit peu cela à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, si vous regardez, les Israéliens ont dépensé pour des systèmes d'armement extrêmement évolués, mais ces systèmes-là, qui sont très sophistiqués, ne vont jamais pouvoir répondre à des attaques utilisant des moyens basiques, des moyens rustiques. Ils sont attaqués par une nuée de mobylettes. Ils auraient pu répondre s'ils étaient attaqués par un char ou par des avions ou autres. Ils auraient pu répondre. Mais peuvent-ils répondre contre une nuée de mobylettes? Vous voyez ce que je veux dire? Ils auraient pu répondre à des avions, mais peuvent-ils répondre à des parapentes, des deltas, des ULM, des appareils extrêmement lents qui volent à 30 km/h au ras du sol? Est-ce qu'ils peuvent se défendre contre ça? Vous voyez, les systèmes modernes sont très souvent désavantagés par rapport à des systèmes extrêmement basiques et rustiques. Et ça, c'est quelque chose d'imparable. Deuxièmement, l'histoire de la distribution des otages un petit peu partout, ça va... il n'y a pas de solution simple à cela. Je vous raconte une histoire. En été 1985, il y avait un avion en Boeing 727 de la TWA, compagnie américaine qui n'existe plus. Il décollait d'Athènes, il a été détourné. Il a fait plusieurs villes dans la Méditerranée, y inclut Alger. Et en fait, il a terminé sa course au Liban. Une fois qu'il arrive au Liban, ils font quoi les preneurs d'otages? Ils ne gardent pas leurs otages dans l'avion parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, tout le monde est concentré au même endroit, puis que tôt ou tard, il y aura une offensive de service d'intervention ou autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les otages et les ont distribués partout dans Beyrouth. Un otage là, un otage là, un otage là. Divers endroits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il ne faut plus une opération contre le Boeing 727 pour libérer les otages. À ce moment-là, il faut 140 opérations menées tout en même temps, en parallèle. C'est pas possible. Donc c'est ce que le Hamas a fait. Il a utilisé cette technique-là. C'est des techniques anciennes en réalité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des anciennes techniques, mais qui marchent très bien.
Le Mossad, service de renseignement, je pense qu'il est frappé par les mêmes tares que tous les services de renseignement du monde. Hein. Ici, au Royaume-Uni, la police et tout ça sont aujourd'hui en train de réfléchir à la ménopause chez l'homme. Sérieux, vous avez bien entendu. Ils sont en train de réfléchir comment gérer les problématiques de ménopause chez l'homme. Hein. Ils sont complètement déconnectés de la réalité, entendez. D'accord ? Ça veut dire que ils passent une grande partie de leur temps à faire un travail, et ça c'est toujours l'apanage du défenseur, de celui qui est dans la défense, c'est que il va attendre une attaque qui ne viendra pas, puis progressivement il va commencer à se concentrer, à perdre sa concentration et aller vers des choses extrêmement latérales dans sa mission. On voit ça dans l'informatique par exemple. Prenez un attaquant, un acteur malveillant. Il passe combien de son temps à réaliser une attaque, à vouloir attaquer, à vouloir trouver les failles d'un système. Il passe 100% de son temps à faire cela. Il est motivé, il est dédié, il est focus, le gars. Le défenseur, il est comment, lui ? Le défenseur, il est en train de faire des meetings qui n'ont aucun sens, pendant lesquels il est en train de regarder dans son iPhone. Le défenseur est en train de faire des formations qui ont été envoyées par les HR, en train de cliquer next, juste rapidement pour pouvoir en terminer. D'accord ? Il est complètement prisonnier de choses qui ne sont pas dans le cœur de sa mission, mais qui sont très latérales. Et puis, sa mission, il l'a fait à temps partiel. Si vous prenez le Outlook de 10 agents de Mossad au hasard, je vous garantis que le renseignement, c'est littéralement, allez, je suis gentil, peut-être 20% de leur temps de travail et de leur énergie. Le reste du temps, c'est du foutage de gueule, comme tout le monde, hein. Que ce soit dans l'administration, ou dans le renseignement, ou dans le business, dans les grandes entreprises et les petites, c'est exactement ça. Le titre qu'a quelqu'un sur sa carte de visite, ou sur son contrat de travail, ou sur sa signature Outlook, ce titre-là, c'est ce qu'il est en train de faire à temps partiel, et j'ai même envie de dire très partiel. Donc forcément, voilà. Alors que les attaquants, eux, sont motivés, sont dédiés, sont focus. Hein. Ils peuvent s'arrêter 5 minutes pour faire la prière, manger un shawarma, mais le reste du temps, hein, ils sont très focalisés sur leur mission. Donc ceci va créer ce déséquilibre s'ils ont réussi juste à faire en sorte que leur signature électronique, la signature électronique de cette attaque, ça signifie s'ils n'ont pas utilisé les classiques, genre s'ils n'ont pas utilisé WhatsApp et Internet et tout ça, et Google Maps et tout pour se préparer, s'ils n'ont pas utilisé ce genre de technologie, s'ils ont été juste vers des technologies aussi rustiques que leurs mobilettes et leurs ULM et leurs drones, fatalement, hein, le Mossad ne verra rien du tout, quoi. Il sera complètement aveugle à cela. Hein. C'est tout, parce que aujourd'hui, dans les doctrines du renseignement, et ça date pas d'hier, il y a pratiquement plus de renseignement de terrain. Ceux qui faisaient du renseignement de terrain ont pris leur retraite il y a longtemps. Aujourd'hui, le renseignement, c'est l'électronique. Hein. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, c'est du Google glorifié, quoi. Hein. On va googler, hein, et voir s'il y a quelque chose. Si Google donne rien, c'est qu'il n'y a rien. Hein, manière de dire, hein, manière de formuler. Mais ils vont pas googler. Ils ont des bases de données, tout ça. Mais au fond, si ça n'arrive pas dans la base de données, c'est que ça va nulle part. Alors, la motivation du Hamas me semble assez évidente, hein, on verra plus tard, mais à ce stade, elle semble assez évidente. Regardez, le Hamas n'est pas vraiment intéressé par son attaque. Alors oui, l'attaque est de grande ampleur, ça c'est clair. Il y a beaucoup de barbarie, hein, forcément, parce que comme ils savent qu'ils ne vont de toute façon pas pouvoir prendre des objectifs militaires significatifs et importants, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont compenser, comme très souvent les islamistes font, ils compensent par de la barbarie contre des civils, l'étalement de corps et tout. Ils font des choses on se demande si on est en train de voir des humains ou autre chose. D'accord ? Donc ils vont extrêmement loin pour pouvoir faire une frappe psychologique importante. Mais c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la riposte israélienne. Ce qu'ils veulent, c'est qu'Israël riposte. Et plus Israël ripostera brutalement, mieux c'est pour eux. Pourquoi ? Parce que ils sont dans une logique où ils jouent leur peau, littéralement. Je m'explique. Le Hamas est au monde arabo-musulman ce que Zelensky et l'Ukraine sont devenus très rapidement d'ailleurs au monde occidental. D'accord ? Ça signifie, ça fait des générations qu'ils reçoivent de l'argent, qu'ils reçoivent du soutien et tout ça. Et on a cette impression, quand on regarde un petit peu les diverses capitales arabo-musulmanes, on a l'impression qu'il y a un lendemain qui est en train de se mettre en place où
le Hamas se sent de plus en plus exclu de la nouvelle donne. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on va voir des lunes de miel, par exemple, entre l'Arabie Saoudite et Israël, et puis on va voir un rapprochement, là où c'était inimaginable. Moi, adolescent, jamais nous n'aurions pu penser qu'un jour on verrait un rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. C'est une réalité maintenant. Donc, le Hamas a peur que progressivement, pièce par pièce, le monde arabe ou musulman lui tourne le dos, donc il n'a plus de soutien, on lui tourne le dos, et puis que tout le monde commence à échanger des bons procédés avec Israël, des vols, des ambassades, des contrats commerciaux et tout ça. Et les pays arabo-musulmans, pour beaucoup, l'Arabie Saoudite, ont envie d'aller dans cette direction-là, parce que finalement, donner de l'argent au Hamas et le soutenir pendant des générations, ça va nulle part. Donc ils ont envie d'aller vers un lendemain où cette histoire sort complètement de leur horizon. D'accord ? Donc, le Hamas, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que, il attaque Israël. Ce qu'il veut, c'est qu'Israël riposte. Plus Israël ripostera brutalement, mieux c'est. Parce que ça permet d'avoir des images de civils, d'enfants morts et tout. Et ça arrivera au devant de la scène. Ça tombera sous les yeux de qui en particulier ? Ça tombera sous les yeux de la rue arabe. Parce que quand ça arrivera, la rue arabe oubliera complètement l'attaque d'aujourd'hui. L'attaque d'aujourd'hui sera déjà évacuée. Elle se rappellera que de la riposte. Et littéralement, on dira ou on agira comme si Israël a unilatéralement, froidement, gratuitement réalisé une attaque. C'était pas une réponse. Ils ne vont pas parler de réponse. Ils vont juste parler d'une attaque. Donc, la rue arabe va soudainement, qui avait tendance à oublier cette histoire, enfin elle l'oublie pas vraiment, mais ça sort un peu de son... ce n'est plus dans son immédiateté, ce n'est plus juste là, présent, ce n'est plus émotionnalisé, parce que ça commence un petit peu à partir en arrière-plan par rapport à d'autres préoccupations. Là, soudainement, cette histoire reviendra au devant de la scène, et donc les dirigeants arabes, cette fois-ci, devront réfléchir à deux fois avant de se lancer dans des histoires avec Israël, avant de se lancer dans des accords ou des négociations, ou accords commerciaux ou diplomatiques ou autres. Ils ne pourront plus. Pourquoi ? Parce qu'ils seront tenus par leur rue. Leur rue leur dire, mais regardez ce que les Israéliens font aux Palestiniens. Vous ne pouvez pas normaliser les relations avec cet État. Vous voyez, c'est le but. Et ça, effectivement, ça permettra au Hamas justement de subsister, de continuer à exister plus longtemps et plus obtenir du soutien. De toute manière, les frappes israéliennes qu'on peut imaginer, alors je ne sais pas comment Israël va répondre, est-ce qu'ils vont faire des incursions, est-ce qu'ils vont balancer quelques missiles comme à l'ancienne époque quand il y avait un bus qui explosait quelque part, ils lançaient des missiles, ça faisait quelques morts, ils s'arrêtaient, il faut voir, je ne sais pas c'est quoi la proportion. J'ai tendance à croire que cette fois-ci il y a quand même une escalade plus importante, j'ai l'impression que on n'est plus dans la même logique qu'avant, je ne sais pas, il faut voir. Mais la réalité, c'est que les dirigeants du Hamas, qui eux poussent à cela, poussent littéralement leur peuple dans une logique sacrificielle, donc on attaque pour recevoir le maximum de missiles en retour, eh bien ceux-là ne seront pas impliqués dans la riposte littéralement. Ça ne va pas les toucher. Pourquoi ? Parce que pour la majorité, moi j'ai vu des fois des histoires, il y avait quelques années un refus du cessez-le-feu par le Hamas, alors que les Palestiniens recevaient des missiles sur la tête, et en fait, celui qui refusait le cessez-le-feu, le boss du Hamas, lui était dans un grand palace au Qatar, dans une suite, il était en train de faire du vélo d'appartement en regardant avec une serviette sur le dos, comme ça, sur les épaules, en train de regarder les news sur une grande télévision, et puis il disait non, nous on veut pas de cessez-le-feu. Mais bien sûr, lui il veut pas le cessez-le-feu parce que le feu n'est pas en train de tomber sur lui de toute façon. Lui il veut pas de cessez-le-feu parce qu'il n'a jamais vu le feu. Lui quand il voit le feu, c'est que il est dans un restaurant et puis il y a un chef qui est en train de lui cuire son steak. C'est le seul moment où il voit le feu lui. D'accord ? Donc et ce qu'il voit également, c'est effectivement le soutien après de la rue arabe, et puis qui va s'accompagner bien sûr par des dons et tout, donc le crime parfait quelque part. Il lance l'histoire de loin, et puis après il regarde à la télé comment ça marche. C'est une grande pièce de, comment dirais-je, une sorte de jeu d'échecs, d'accord, mais où l'humain ne vaut rien. C'est clair, vous avez remarqué que l'humain en bas, lui, c'est juste une variable d'ajustement, c'est juste un pion. S'il faut en détruire, on en détruit, et puis de toute façon, ça fera avancer l'agenda, quoi. Voilà, c'est extrêmement cynique comme jeu, en fait.
En tout cas, merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je reviendrai si jamais j'ai du nouveau ou autre en termes de réflexion ou d'analyse. Et je vous laisse à une prochaine fois.